et entreprises, les clés pour agir. Maintenant, la salle commence à se remplir, donc on va pouvoir commencer le webinaire. Donc, je suis Christophe Annick, conseiller environnement à la CCI de l'Hérault. Je vais vous rappeler quelques consignes. Vous commencez à avoir l'habitude de maintenant sur ce webinaire. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire avec l'onglet discussion. Vous pouvez cliquer, alors il peut s'appeler sur votre ordinateur plus, où vous avez 3 petits points aussi, et vous cliquez sur discussion pour poser vos questions. Et puis, nous capitaliserons toutes les questions pour les poser à la fin des interventions des 2 intervenants. Ce webinaire donc, sera enregistré et nous vous enverrons le lien vers le replay. Et puis, vous aurez à la fin du webinaire, si vous pouvez prendre quelques temps pour renseigner le questionnaire de satisfaction, cela nous aidera à optimiser la suite de nos actions. Voilà, je vais vous présenter donc les 2 intervenants pour ce webinaire. Nous aurons, alors on a fait une inversion dans le planning et le programme initial. Donc nous aurons en premier lieu Kevin Mosas, cofondateur et président de Blooming, qui interviendra sur comment intégrer et valoriser les enjeux de la biodiversité dans son entreprise. Et ensuite, Laura Rouvière interviendra en tant que chef de projet mobilisation des acteurs économiques au sein de l'Office français de la biodiversité, qui nous présentera les dispositifs nationaux pour les entreprises en lien avec la biodiversité, bien entendu. Voilà, et sans plus attendre, je vais donc passer la parole à Kevin Mosas de la société Blooming pour nous présenter tout ce sujet des enjeux liés aux entreprises autour de la biodiversité. Kevin, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Alors avant de commencer, je vais faire la petite manip pour que vous puissiez avoir donc les slides en même temps. Tac. Ça devrait être bon. OK. C'est parfait. Super. Merci Christophe pour cette introduction. Merci surtout d'avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire et qui permet d'adresser cet enjeu essentiel qui est la biodiversité pour les entreprises. Donc, l'objet de mon intervention va être de poser quelques fondamentaux, faire découvrir effectivement quels sont ces enjeux-là, en quoi ils nous concernent, en quoi ils concernent les entreprises et comment ces entreprises-là peuvent s'en saisir et dans quel but et surtout quel est l'intérêt pour elles de le faire. Alors, je vais commencer par quelques mots sur Blooming. Blooming, nous sommes une société de conseil. Nous accompagnons les entreprises sur le sujet spécifique de la biodiversité, donc dans l'intégration et la valorisation de ces enjeux. La biodiversité, pourquoi? Parce que c'est une approche transversale de tous les enjeux environnementaux, comme on va pouvoir le voir, et qu'elle est une alliée indissociable de l'économie. Donc, à ce titre-là, les entreprises ont un rôle majeur à jouer. Vous voyez le petit macaron en bas à droite, entreprise engagée pour nature. Donc, Blooming est reconnu comme tel par l'Office français de la biodiversité, un programme qui sera présenté juste après par Laura Rouvière de l'OFB. Donc, nous, notre positionnement, si on peut dire, c'est de pouvoir offrir à toute entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité, son niveau de maturité sur le sujet, une possibilité de se saisir de l'enjeu biodiversité, de jouer un rôle. Et surtout aussi de préserver la biodiversité tout en se créant de la valeur. Donc, on a pour ça plusieurs types d'accompagnement possibles, donc d'intervention, sensibilisation et formation, stratégie sur la chaîne de valeur, notamment, ou en reporting, extra-financier, aménagement de site. Donc là, on est sur du concret, réellement sur les sites industriels, les sites de bureaux, par exemple. Et puis, tous ces éléments-là peuvent être introduits ou intégrés dans des véhicules de labels et de reconnaissance que l'on pourra présenter. Donc, sans plus attendre, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, voilà, aujourd'hui, ce qui vous amène à vous intéresser à ce sujet-là pour votre entreprise. Donc, ce n'est pas très compliqué, j'ai mis des lettres. Comme ça, vous pouvez mettre dans le chat simplement une lettre. Alors, soit vous êtes effectivement curieux de comprendre ce que les entreprises ont à voir avec la biodiversité, soit vous avez déjà une démarche RSE, notamment, et vous voulez voir comment on peut intégrer, vous souhaitez y intégrer vos biodiversités.
soit eh bien, vous êtes déjà très actif sur le sujet et puis vous voulez les valoriser ou aller encore plus loin. Et puis, bon, 4, vous pouvez faire une pause avec un café en m'écoutant. OK. Très bien, on a beaucoup de A, B, A, B, C, pas beaucoup de D. Voilà, ben écoutez, c'est parfait. C'est aussi pour ça, c'est le sujet, c'est de pouvoir justement commencer à aborder tous ces éléments-là pour pouvoir ensuite mieux l'intégrer dans votre entreprise. Donc, je vais continuer du coup sur le contexte, commencer par le contexte et les enjeux de biodiversité. On a effectivement, comme vous pouvez le voir, pardon, les manips. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de biodiversité parce qu'il y a une réalité qui est critique. On le sait depuis maintenant fin 2019 avec le rapport de l'IPBES qui est sorti. Donc, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc, le GIEC traite des sujets climat et l'IPBES est donc la plateforme intergouvernementale et scientifique internationale qui s'occupe des sujets biodiversité et services écosystémiques. Et le rapport a été accablant. Pour vous donner quelques chiffres, simplement, sur les 8 millions d'espèces végétaux, animaux estimés sur Terre, déjà 1 million sont menacés d'extinction. On a un rythme de disparition des espèces qui est entre 10 et 100 fois plus élevé que les 10 derniers millions d'années. Et autre chiffre, 75% des surfaces terrestres sont aujourd'hui significativement dégradées. Donc, on a cette réalité en termes de perte de biodiversité, d'espèces, mais aussi en perte d'abondance. Parce que là, autre chiffre, le chiffre WWF du index planète vivante, qui donne que depuis 1970, entre 1970 et 2016, précisément, eh bien, on a perdu 68% de l'abondance des vertébrés. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que dans un espace donné, eh bien, là où il y avait par exemple 100 oiseaux en 1970, eh bien, on n'en trouve plus que 32, tout simplement parce que les conditions d'environnement, l'atteinte aux habitats et aux ressources fait que les populations ne peuvent plus être aussi nombreuses qu'avant. Il y a un taux de reproduction qui baisse et on a donc le vivant qui régresse fortement. Un autre point, vous voyez à droite, on a eu la chance d'accueillir le Congrès mondial de la nature à Marseille l'année dernière. Et il y a le COP15 qui est l'équivalent. Alors, COP15, c'est la COP biodiversité, on ne pas confondre avec la COP climat. Donc, ça, c'est l'agenda qui est vraiment déterminant. Elle était prévue initialement en 2020 et elle va avoir lieu finalement en 2022, puisqu'elle a été reportée à cause de la pandémie. Elle aura lieu en Chine et c'est donc l'équivalent de la COP21 qu'on avait pu avoir pour le climat à Paris, avec l'accord de Paris. Là, l'enjeu, c'est vraiment de déterminer le cadre 2030, les objectifs internationaux en termes de préservation de la biodiversité pour 2030, avec une mesure phare pour n'en donner qu'une, qui est la mise sous protection, préservation de 30% de la surface de la planète, air marine et terrestre inclus. Donc, au niveau international, le sujet est pris très au sérieux et il fait partie d'ailleurs des deux objectifs parmi les 17 des objectifs de développement durable de l'ONU sont consacrés entièrement à la biodiversité, donc l'objectif 14, protection de la faune et de la flore aquatique, et protection de la faune et de la flore terrestre, objectif 15. Donc, pour rappel, ces ODD ont été adoptés en 2015 par les 193 États membres de l'ONU. Et donc, on voit bien que la biodiversité est au centre des enjeux. Alors, la biodiversité, qu'est-ce que c'est finalement, avant d'aborder le sujet? Alors, pareil, même principe, vous pouvez répondre ABC dans le chat pour stimuler un peu la réflexion. Donc, est-ce que la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces menacées et protégées? Est-ce que c'est la variété des gènes, espèces, écosystèmes, ou la quantité d'animaux et végétaux présents sur Terre? Très bien, ça répond, je vois. Excusez-moi, je regarde aussi le compteur.
Bien, eh ben, on a beaucoup de bonnes réponses. B, on a quelques C. Voilà, donc, en effet, cette question, en fait, elle vise simplement… Alors déjà, la réponse, hein, c'était B. Et une définition un peu plus précise, c'est que la biodiversité désigne la diversité des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ça comprend également leurs interactions. Tout ça, c'est juste pour mettre l'accent sur le fait que la biodiversité ne concerne pas que des espèces emblématiques qui seraient en danger, comme on parle souvent des éléphants ou des baleines. Elle concerne l'ensemble des êtres vivants. Ce n'est pas une question seulement quantitative, mais aussi qualitative, c'est-à-dire que c'est la diversité elle-même qui nous intéresse, qui nous apporte les services qu'on va pouvoir voir ensemble. Et voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Il y a une autre, la diversité, en fait, la biodiversité se compose de 3 composantes, hein, pour aller un peu plus loin. La diversité spécifique, donc la diversité des espèces, qui nous amène cette diversité donc, de services, comme par exemple la pharmacopée ou l'alimentation. La diversité au sein des espèces, donc c'est ce qu'on appelle la diversité génétique, des gènes. Et donc là, c'est très important parce que ça va permettre à une espèce d'avoir les outils, plus elle a de diversité génétique, les outils pour s'adapter au changement de leur environnement. Et puis la diversité des écosystèmes, les écosystèmes étant un milieu, un biotope, un milieu constitué des êtres qui y vivent, s'y reproduisent et s'y nourrissent. Et donc, on a tout type d'écosystèmes, des intestins, en passant par une mare jusqu'à la planète Terre. Petite question encore, si vous avez le courage. Voilà, est-ce que vous voyez aujourd'hui des objets autour de vous issus de la biodiversité? Alors là, j'ai mis un petit indice pour d'autres réjouissances, mais donc le bouchon de liège. Voilà. Est-ce que vous voyez aujourd'hui quelque chose, vous regardez autour de vous, qui est lié à la biodiversité? Le bureau, vous voyez, s'il est en bois, effectivement. Coton, le pull, le verre. Le verre, c'est plutôt minéral. Sable, liège, papier, je vous le dis, les cuillères. Alors effectivement, le but de cette question-là, c'est simplement pour se rendre compte qu'en fait, on est entouré de biodiversité, partout. Moi, j'ai pris un café, enfin, j'en ai pris 2 en réalité ce matin. C'est le café, c'est issu de la biodiversité, on l'a grâce à ça. Ce café lui-même repose sur un service de régulation qui est la pollinisation, donc qui repose lui-même sur les insectes pollinisateurs, ou la plupart sont des insectes. On a, je vois aussi des plantes, évidemment, on a des arbres dont on profite, des plantes dans nos bureaux. Pourquoi? Parce que ça nous apporte quelque chose, du confort. On s'est tous, a priori, habillés, même si je ne vois pas toutes les caméras, mais on a du coup des vêtements sur nous et donc du coton. Donc, on a tous recours quotidiennement, presque à longueur de temps, à des objets de la biodiversité, sans mentionner, je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque, que tout ce que nous mangeons a été vivant. Voilà, donc, ces services, en fait, ils sont catégorisés. Alors déjà, pour mentionner que finalement, l'humanité, hein, la biodiversité, c'est le premier fournisseur de services à l'humanité. Et donc, on distingue plusieurs types de services. Services d'approvisionnement, ça apporte la nourriture, fibres, pharmacopée, matières premières, les services de régulation, climat, purification de l'eau, donc climat grâce aux forêts, aux océans notamment, les zones humides, purification de l'eau avec les bactéries, aussi les zones humides, la pollinisation, contrôle de l'érosion, pour n'en citer que quelques-uns, et puis les services culturels. La biodiversité, c'est aussi cette inspiration pour créer donc de l'unitisme, mais aussi dans l'éducation, le tourisme, hein, les destinations touristiques sont basées sur la diversité des écosystèmes, et les loisirs de nature, évidemment, qui y sont liés. Certains pays en ont fait même leur étendard, comme le Costa Rica. Donc, ces services écosystémiques, ils soutiennent toutes les activités humaines. En fait, sans cela, nous n'aurions rien. Et on peut rajouter en illustration un autre service, un service de soutien, qui est composé par exemple de la photosynthèse ou la formation des sols. Et le cycle des nutriments. Donc, tous ces services nous sont apportés, nous permettent de vivre, nous habiller, nous soigner, nous alimenter. Et tout ça est quand même fourni gratuitement. Hein. Tous ces écosystèmes sont fournis gratuitement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur,
puisque certains s'y sont essayés. Donc, l'OCDE a évalué la valeur des services écosystémiques à environ 125 à 140 000 milliards de dollars par an, ce qui est une fois et demie le PIB mondial. Si on rapporte ça à ce qui est estimé par l'IUCN, donc, qui est l'agence de conservation du patrimoine naturel donc au niveau mondial, eh bien, eux estiment qu'il faudrait à peu près 700 milliards de dollars pour pouvoir avoir suffisamment de fonds pour préserver la biodiversité. Aujourd'hui, on est à peine à plus de 100. Et donc, 700 milliards de dollars, c'est 0,5% de ce que nous apporte la biodiversité estimée par l'OCDE. Donc, on a vu que c'était absolument indispensable, la biodiversité, certes, mais si on en parle beaucoup, c'est parce que justement, elle est aussi sous pression, et sous pression principalement à cause des activités humaines. Alors, je crois que c'est la dernière question que j'ai pour vous. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on pourra s'opposer. Pardonnez-moi pour la faute dans la question. Donc, on a des pressions sur la biodiversité qui sont listées là. Donc, elles sont classifiées scientifiquement par l'IPBES. C'est reconnu comme tel. Les 5 grands facteurs de pression sur la biodiversité sont les pollutions, la surexploitation des ressources, le changement climatique, le changement d'usage des sols, les espèces exotiques envahissantes. La question, c'est de pouvoir, est-ce que vous pouvez donner les 3 premières, je vois qu'il y en a certains qui ont déjà commencé, dans l'ordre, si possible, pour avoir le tiercé gagnant. Oui, pour l'instant, voilà, donc on a à peu près pas mal de combinaisons. Je ne suis pas sûr d'avoir vu la bonne encore. Alors, il n'y a pas de récompense à la fin, je suis désolé. Donc, OK, ça réfléchit toujours. Je vais… Ah, voilà. Merci. Il y en a une. Bravo, Cécile. Du coup, les pressions les plus importantes sur la biodiversité sont dans l'ordre, je vais mettre dans l'ordre, de gauche à droite. Le changement d'usage des sols, la surexploitation des ressources, le changement climatique seulement en troisième, les pollutions diverses et variées, les espèces exotiques envahissantes. Alors, quelques mots, le changement d'usage des sols, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois qu'on prend une parcelle ou du foncier et qu'on le convertit soit en urbain, soit de naturel à agricole, dès lors qu'il y a un changement de la nature du sol et de son utilisation, eh bien, on a un impact sur la biodiversité. Et donc, l'urbanisation, notamment, aujourd'hui, on a un rythme d'urbanisation, d'artificialisation, pardon, en France qui voit un département des Yvelines totalement artificialisé tous les 10 ans. Il y a d'ailleurs, la réglementation commence à se resserrer là-dessus avec le zéro artificialisation net. C'est aussi la fragmentation. Dès lors qu'on fait une route, une clôture chez soi, en fait, on fragmente les espaces et la possibilité des espèces de se déplacer, de se reproduire, de se rencontrer, de s'alimenter. Et on arrive à des réductions de population en termes d'abondance et des réductions de diversité génétique de par leur cloisonnement. Alors, la surexploitation des ressources, c'est la deuxième cause. Alors, pour être vraiment précis, c'est la première si on considère que la biodiversité marine, mais de manière globale, c'est la deuxième cause au niveau de la planète. Et donc, typiquement, ça va être la déforestation liée aux besoins alimentaires ou de chauffage ou de cuisine, etc. La surpêche, aujourd'hui, on a 56%, donc ça c'est les derniers chiffres publiés il y a quelques semaines, 56% des poissons que nous consommons proviennent de stocks gérés durablement, ce qui veut quand même dire qu'il y en a 44 qui ne le sont pas. Alors, on est vraiment dans une bonne tendance, parce qu'en 2000, on était à 15% qui provenaient seulement de stocks durables. Donc, finalement, les quotas ont un rôle à jouer et fournissent des résultats. Troisième source, donc changement climatique, c'est quand même l'enjeu environnemental qui est sous les projecteurs. Néanmoins, le changement climatique, c'est extrêmement important, mais on doit aussi associer la biodiversité, parce que vous avez vu que sans ça, on ne peut rien faire. Et parfois, je caricature en disant qu'on pourrait résoudre le changement climatique en éradiquant la vie sur Terre, ce qui n'est pas évidemment le projet. Les pollutions peuvent être très variées, pollution chimique, pollution plastique, pollution sonore, lumineuse, mécanique. Toutes ces pollutions-là ont une atteinte forte à la biodiversité, c'est la quatrième source. Et les espèces exotiques envahissantes, qui sont le transfert d'espèces venues d'ailleurs, qui vont s'introduire dans un nouveau milieu, détruire des cyplaires, tellement qu'elles vont détruire le milieu, affaiblir des espèces endémiques, éventuellement les faire disparaître. Et là, on a des
des espèces emblématiques comme le frelon asiatique notamment, qui font beaucoup de dégâts. On en parle beaucoup parce qu'elle s'alimente des abeilles et touche à un secteur économique qui est l'apiculture. Alors, un petit mot sur le lien entre climat et biodiversité, puisque beaucoup d'entre vous sont déjà bien conscients des enjeux climatiques. Et pour montrer que jusqu'ici, en fait, les deux organisations internationales scientifiques qui s'occupaient de ces enjeux-là, donc le GIEC, IPCC en anglais, et l'IPBES, travaillaient un peu en silos, séparés. Et puis, il y a moins de 2 ans, finalement, ils ont commencé à travailler ensemble parce qu'ils se sont rendus compte de l'interdépendance des phénomènes, évidemment. Et donc, a donné lieu à des premiers rapports conjoints entre l'IPBES et le GIEC. Et cette pyramide, finalement, elle est un des constats. C'est qu'on a notre niveau de vie, notre qualité de vie actuelle en tant qu'être humain repose sur 2 piliers fondamentaux, environnementaux, je parle. Celui de pouvoir conserver un climat stable, qui va nous préserver de bien des catastrophes, et de pouvoir bénéficier d'une richesse de biodiversité qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Et donc, et en plus de cela, on a le changement climatique qui a un impact sur la biodiversité, et la biodiversité qui est une source de réduction des impacts du changement climatique. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire, et surtout intégrer, quand on agit pour le climat, de faire attention à ce que l'on réalise pour le climat ne soit pas dommageable à la biodiversité. Ces enjeux donc, sont interdépendants, on doit les concilier entre eux. Alors, j'en viens quand même au sujet pour les entreprises. Vous avez vu que c'était vraiment prégnant sur toutes les activités. Ces activités humaines se traduisent en activités économiques qui sont, vous voyez, tous les types d'industries, de production, même de services, qui vont donc, je le répète, avoir des impacts, enfin, générer ces facteurs d'érosion, changement climatique, changement d'usage des sols, pollution, espèces exotiques envahissantes et surexploitation. Et tout cela va créer sur les écosystèmes une dépression forte sur l'extinction d'espèces, sur la dégradation des écosystèmes et donc des services qu'ils nous rendent. Cette illustration, je le mentionne, elle est issue d'un rapport du MEDEF. C'est donc une démonstration, et il y en a beaucoup de rapports sectoriels également, sur la biodiversité et les enjeux économiques. Cela montre aussi la préoccupation des organisations économiques sur le sujet. Alors, pour résumer, finalement, là, on a au milieu la chaîne de valeur de l'entreprise, parce que souvent, on considère l'entreprise comme ses activités sur site, mais en fait, elle a toute une chaîne de valeur, de fourniture, la vie du produit, etc. Et donc, on l'a vu, cette chaîne de valeur, elle va être dépendante aux services écosystémiques. Et donc, ça génère des risques si ces services écosystémiques se dégradent. Il y a aussi, de l'autre côté, vous avez vu l'impact qu'a l'entreprise sur les facteurs d'érosion. Donc là, on a d'autres risques qui sont liés, qu'on va voir juste après. Et puis, il y a aussi une opportunité, celle de s'inspirer de la biodiversité, de devenir plus attractif. Donc, les risques pour les entreprises liés à la biodiversité, ils sont divers, catégorisés également. On a des risques opérationnels, ce sont des risques on peut nommer aussi risques physiques ou risques écologiques, qui sont liés aux impacts sur la biodiversité et les écosystèmes et la dépendance de ces entreprises à ces écosystèmes. Donc, ça va être lié notamment à la raréfaction des ressources, détérioration des chaînes d'approvisionnement ou quantité limitée en bois, en eau douce, etc. Et donc aussi une potentielle montée des prix. Il y a des risques réglementaires et juridiques, donc on peut appeler aussi des risques de responsabilité et réglementaires. Et donc là, vous parlez de responsabilité, de plus en plus d'associations attaquent des projets, notamment, parce que portent atteinte à l'environnement, à la nature, à la biodiversité. La réglementation, elle, va crescendo, donc celui qui n'anticipe pas sa réglementation va devoir courir après. Pour donner quelques dates, en 2016, il y a eu la loi biodiversité. En 2019-20, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a eu la loi énergie-climat qui, malgré son nom, avait un article, l'article 29, qui est lié à la biodiversité pour tous les fonds d'investissement qui doivent maintenant la prendre en compte.
Donc, ça a été publié en 2021. Et en 2021, nous avons eu aussi la loi Climat et Résilience qui instaure des obligations de prise en compte de biodiversité. Et cette pression-là, elle va aller en augmentant. Alors, des risques de financement aussi. Le risque de financement, eh bien, c'est les coûts d'assurance qui vont monter, l'accès au capital, parce que finalement, les investisseurs aujourd'hui sont très regardants sur des critères environnement, social, gouvernance. Et donc, ils se sont bien rendus compte, hein, la finance d'ailleurs est un acteur très moteur sur le sujet, hein, comme les assurances, parce que eux, ce sont des professionnels du risque. Eh bien, ils regardent de plus en plus comment les entreprises prennent en compte ces enjeux climat, certes, mais aussi biodiversité. Et donc, nécessairement, ce handicap potentiel, c'est aussi une opportunité, hein, c'est le reflet de chacun des risques, ce sont les opportunités. Celui qui se positionne sur ce sujet-là va pouvoir mieux attirer ses investisseurs à avoir accès à des capitaux plus facilement à des meilleures conditions. Des risques de marché et produits, évidemment, parce que si vous vendez quelque chose qui n'est plus en phase avec la demande, avec les aspirations de vos clients, des consommateurs ou de vos partenaires, eh bien, vous allez vous écarter de votre marché. Et donc, tout le jeu, c'est de l'anticiper. Et ça, on voit que les tendances sont assez lourdes sur le sujet. Et donc, c'est comme ça qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres, de cahiers des charges qui incluent des mentions biodiversité, même s'il faut le reconnaître aujourd'hui, le prix reste quand même le point critique. Mais ça va crescendo, comme le reste. Et parfois, il y a des choses qui ne sont pas coûteuses et qui permettent d'orienter son activité vers d'être plus vertueux et donc mieux rencontrer son public. Et puis, bien, au final, la réputation, effectivement, c'est ce qui va pouvoir découler de tout le reste. Vous allez pouvoir mieux tisser de liens avec vos parties prenantes grâce à la réputation, en tout cas ne pas en pâtir, à ne pas prendre la biodiversité en compte. Alors nous, on résume ça avec une pyramide finalement qui dit que quand on préserve la biodiversité, ça permet de consolider deux piliers, le pilotage des risques qu'on a vu, de consolider aussi sa marque employeur, parce que sa marque employeur, c'est ce qui va attirer les talents, les conserver. Aujourd'hui, on a quand même une génération qui est de plus en plus préoccupée par ces sujets, qui regarde pour qui et avec qui elle va travailler. Cela va consolider votre attractivité vis-à-vis de toutes vos parties prenantes, financement, clients, consommateurs, partenaires, etc. Et le but, c'est aussi que ça puisse générer plus de performance grâce à votre gestion des risques, hein, vraiment vous maîtrisez vos risques, et votre projection aussi et votre image légitime sur les marchés. Alors, maintenant, si on veut voir comment agir en tant qu'entreprise, eh bien, souvent, ce sujet-là rentre dans ce qu'on appelle une stratégie RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui, aujourd'hui, jusque-là, le volet environnemental était souvent limité au volet climat. Eh bien, il y a maintenant, je vais dire la possibilité, presque le devoir d'introduire le volet biodiversité à part égale, parce que sinon, vous voyez, si on se fout de la biodiversité, le château de cartes risque de s'écrouler avec les espèces disparaissant ou les services diminuant. Ceci dit en passant, on peut aussi mutualiser les actions de climat et biodiversité, c'est ça l'intérêt, dans une stratégie RSE. Donc, pour agir en tant qu'entreprise, hein, on peut agir à plusieurs niveaux. Les trois principaux, ce sont soit sur ces sites directement, ou alors, en même temps, sur la chaîne de valeur, donc sur toute sa chaîne d'approvisionnement et la vie du produit. Donc, on peut parler à la fois de ses fournisseurs et de l'éco-conception notamment. Et puis sur ses équipes, parce que finalement, ce sont nous, les êtres humains, qui allons faire dans les entreprises. Donc, il y a des solutions, des outils à mobiliser. On peut parler, par exemple, si on veut travailler sur sa chaîne de valeur, commencer par mesurer son empreinte de biodiversité. Aujourd'hui, il y avait assez peu d'outils. C'est l'équivalent du bilan carbone. Quand on s'intéresse au climat, on commence par un bilan carbone en général pour savoir comment l'impact. Et bien là, ça peut être la même chose avec une mesure d'empreinte de biodiversité. C'est un peu plus complexe, ça met un peu plus de temps à émerger. Mais aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle le Global Biodiversity Score qui est disponible, qui s'adresse surtout aux ETI, grosses PME, ETI et grands groupes, mais au fur et à mesure va se démocratiser et peut-être rentrer un jour dans la réglementation, comme le bilan carbone est obligatoire aujourd'hui pour les entreprises de plus de 500 salariés.
Et donc, ça permet d'agir, de bien identifier de manière chiffrée ces impacts et surtout sa chaîne de valeur en une autre métrique qui n'est pas la tonne équivalent carbone, mais qui permet de suivre ces améliorations. Évidemment, on peut aussi agir sur ces sites concrètement, donc réduire la pression sur la biodiversité, parce qu'on sait, on a vu, vous avez vu toutes les pressions, les impacts, les facteurs de pression, donc on peut réduire sa pollution lumineuse, c'est assez simple. Il faut faire attention quand on veut réduire sa consommation de luminaire extérieur, donc pas mettre des LED blanches, bêtes et méchantes, j'ai envie de dire. Il faut réfléchir quelle lumière, en général, ce n'est pas sorcier, mais c'est des lumières température de couleur plutôt orangée, bien orientées, etc. On peut désartificialiser, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, c'est un enjeu important. Vous avez des espaces verts, appliquer la fauche tardive, tant pis si c'est moins conforme à ce qu'on a l'habitude de voir avec la tonte bien rase. Et puis, on peut aussi agir proactivement à réintroduire le vivant en recréant des habitats, des ressources, en créant des trames vertes, donc des voies de circulation, des boisements, puis s'investir quand on ne peut pas le faire chez soi, on peut s'investir dans les projets de compensation, de restauration à l'extérieur. Et finalement, s'intéresser à ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui peuvent notamment servir de puits de carbone. D'autres outils pour commencer, des outils de sensibilisation et de formation, donc des ateliers de sensibilisation avec la fresque de la biodiversité notamment, des conférences sectorielles, des webinaires, intra-entreprises, et puis des formations, donc les formations de la CCI de 2 jours, donc qui est consacré donc, à ce dont on discute, mais de manière à approfondir vraiment ces thèmes-là, sur 2 jours, et de sortir avec des outils concrets, comment élaborer son plan d'action, et vraiment avoir la véritable compréhension des enjeux en détail et des exemples. Donc cette formation, j'ai mis le lien là pour ceux qui sont intéressés, elle a lieu en juin en distanciel. Donc toutes les informations sont sur le site web pour pouvoir aller plus loin. Et puis, autre typologie d'outils, les labels et reconnaissances, parce que souvent, finalement, ils permettent de valoriser ce que vous faites, mais aussi de les structurer votre action. Donc, il y a le programme Entreprise engagée pour la nature que j'ai mentionné tout à l'heure, qui va être développé tout à l'heure, juste après moi, par Laura Rouvière. Le label Biodiversity Progress, qui est un label créé par Bureau Veritas, qui est géré par Jean Suissy, qui permet d'aller dans vraiment une démarche de labellisation avec sollicitation de vos parties prenantes, structuration, référentiel, etc. Donc, c'est aussi très structurant. Et puis, un autre outil qui est sorti un peu plus d'1 an, qui est la norme AFNOR, démarche de biodiversité des organisations. Voilà, donc nous, on travaille sur tous ces sujets-là, évidemment, donc cette norme qui reflète, son jeune âge, reflète la montée en puissance des enjeux. Et donc, si on veut, moi je résume ça avec une bulle, la bulle biodiversité. Le destin il est entre nos mains, il y a une partie qui est entre nos mains, une partie qui est indécise. Si vous regardez les parties en rouge, le comportement, c'est vraiment ce qui génère la pression finalement sur notre environnement, donc les facteurs de pression dont on a parlé. Donc, nos comportements, notre mode de vie, nos niveaux de vie, notre confort génèrent toutes ces pressions-là, toutes ces surconsommations, etc. Tout ça est totalement amplifié, évidemment, par la démographie, puisque si on était 100 sur Terre, il n'y aurait absolument pas de problème, on pourrait faire à peu près ce qu'on veut. Et tout ça va faire pression sur les 2 autres anneaux. Donc, en gris, c'est une inconnue, l'adaptation des espèces, on ne sait pas aujourd'hui. Quand on agresse finalement l'environnement, comment vont réagir les espèces. Certaines vont s'adapter, certaines vont disparaître. Et ces espèces-là, vous l'avez compris, c'est elles qui constituent le maillage du vivant et qui permet aux écosystèmes de fonctionner. Et donc, cette inconnue d'adaptation des espèces, elle va mettre à mal la résilience des écosystèmes. Et donc, le château de cartes, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'écrouler. Donc, l'enjeu est là. C'est-à-dire que la résilience des systèmes nous protège de nos méfaits. Mais finalement, si on le met trop à mal, eh bien, la bulle risque d'éclater. Donc, pour finir, il faut être positif, parce qu'il y a des choses à faire, justement, et c'est ça l'enjeu de la biodiversité, c'est qu'on peut regagner de la biodiversité. C'est très difficile avec le climat. Le climat, on peut juste appuyer sur la pédale de frein. Là, on peut vraiment inverser la courbe. Donc, il faut le faire, il faut y aller. C'est très important et c'est très intéressant à faire. Et pour finir, ce dernier slide, parce que finalement, les entreprises, c'est une chose, elles sont constituées de 2 personnes, comme vous et moi. Et en fait, on en revient toujours à la même chose, qu'il faut être capable de dépasser nos habitudes, voire nos réflexes. Et c'est pour ça que des démarches structurées, un peu stratégiques,
permettre d'insuffler ce mouvement dans une entreprise pour agir pour la biodiversité. Et j'en aurais fini là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Kevin, pour cette présentation. On voit effectivement donc, que les enjeux sont importants et qu'il y a des solutions à mettre en œuvre et que toutes les entreprises, finalement, sont concernées par ce sujet. On a évoqué une partie des solutions. Je vais poursuivre avec Laura Rouvière, donc, chef de projet à l'Office français de la biodiversité. Peut-être de poursuivre plus en détail cette partie de dispositif qu'il existe pour les entreprises, notamment au niveau national et local, et peut-être avec un petit mot sur l'Office français de la biodiversité, parce que c'est une organisation nationale, mais qui est très, très proche de l'Hérault. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais moi aussi partager mon écran avant de démarrer. Hop. Vous voyez bien mon écran. Très bien. Alors, oui, peut-être avant de démarrer, un mot sur l'Office français de la biodiversité, puisque en fait, on est un tout jeune établissement puisqu'on a été créé au 1er janvier 2020. Après, on a une longue histoire parce qu'on est issu de la fusion de plusieurs établissements préexistants comme l'Agence des aires marines protégées, peut-être l'ONEMA que vous connaissiez, ou encore à Montpellier, l'Atelier technique des espaces naturels, ou encore l'Association des parcs nationaux de France. Et donc, en 2020, nous avons fusionné avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc, on est un gros établissement aujourd'hui de 3000 personnes avec des fonctions nationales, mais aussi on est présent en région avec des directions régionales dans l'ensemble des régions de France. Et comme le soulignait tout à l'heure Christophe, une des implantations nationales de l'Office français de la biodiversité est basée donc à Pérols, dans l'Hérault. Donc, on n'est pas loin du tout. On est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Transition écologique. On nous a confié 5 grandes missions relatives à la biodiversité, tout ce qui relève de la connaissance et de l'expertise, la police de l'environnement sur le terrain, nos agents des services départementaux et en région veillent au respect de la réglementation en matière de biodiversité, l'appui aux politiques publiques, la gestion et la préservation des espaces naturels, donc que ce soit les aires marines protégées ou les parcs nationaux, par exemple. Et enfin, ce qui va nous concerner plus aujourd'hui, la mobilisation de la société. En ce qui concerne la mobilisation de la société, on porte un programme un peu phare. L'objectif, c'est bien de pouvoir amener l'ensemble des acteurs à se saisir des enjeux dans une approche volontaire de montée en compétences, d'animation de communautés d'acteurs et de pratiques. Donc, pour cela, on a développé l'initiative Engagée pour la nature, qui était rattachée à la stratégie nationale pour la biodiversité, la précédente et la future qui est en train d'être développée, avec pour objet de pouvoir susciter des engagements volontaires en faveur de la biodiversité en nombre, accompagner ces engagements, les reconnaître et derrière animer des communautés d'acteurs et de pratiques. Donc, cette initiative se décline en 3 programmes, un pour les entreprises, un pour les territoires, donc pour les collectivités territoriales, et un pour les partenaires, c'est-à-dire tous les acteurs, fédérations professionnelles, associations, fondations qui peuvent accompagner ces acteurs-là, se faire le relais de la mobilisation, faire monter le sujet de la biodiversité auprès de ces acteurs. Donc, plus spécifiquement aujourd'hui, ce qui nous concerne, je vais vous parler du programme Entreprises engagées pour la nature. Donc, c'est un programme qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur niveau de départ sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois une entreprise qui débute sur le sujet ou une entreprise qui a déjà mis en place des actions et qui souhaite faire le pas supplémentaire. On est sur de la valorisation de démarches de progrès. Pourquoi la biodiversité? Alors, Kevin en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, on a pris conscience du réel besoin des entreprises qui souhaitent agir sur ce sujet de la biodiversité, de pouvoir avoir des éléments un peu méthodologiques pour structurer leur démarche. Donc, le programme Entreprises engagées pour la nature, ça permet à l'entreprise de structurer sa démarche biodiversité. Ça permet aussi, du coup, de susciter des premières envies d'agir, parce que finalement, la reconnaissance, ça va permettre de mobiliser, d'être aussi fédérateur au sein de l'entreprise, donc faire reconnaître ses actions.
La biodiversité, de manière générale, enfin, monter un projet biodiversité, c'est souvent voilà, très fédérateur en entreprise au niveau des salariés, mais aussi au niveau de l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes, que ce soit les clients, les actionnaires et aussi au niveau du territoire et des acteurs du territoire. Intégrer aussi cette communauté, ça va permettre de s'inspirer des autres, puisqu'on va voir ce que d'autres entreprises mettent en place, d'autres entreprises parfois de même taille, du même secteur d'activité. Donc, de s'inspirer, mais aussi d'inspirer quand on met déjà en place des actions. Donc, vraiment, cette idée d'écosystème, de partage entre les acteurs. Écosystème aussi parce que le programme est bien évidemment rattaché à celui qui concerne les territoires et les partenaires. Et donc, ça permet aussi une mise en réseau avec d'autres acteurs dans une dynamique qui est à la fois nationale et qui, je vous le dirai tout à l'heure, est en train de d'essaimer aussi en région. Alors là-dessus, je reviendrai pas trop dans le détail, Kevin en a parlé tout à l'heure, mais quel avantage a une entreprise à intégrer la biodiversité? Aujourd'hui, on voit qu'il y a des attentes de plus en plus fortes, que ce soit des clients, des consommateurs, mais aussi des donneurs d'ordre. Donc, intégrer la biodiversité pour demain, c'est pouvoir se positionner aussi sur de nouveaux marchés. C'est aussi anticiper la réglementation, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la réglementation en matière de biodiversité se renforce et se consolide. C'est aussi une grande source d'innovation. On parle des solutions fondées sur la nature, mais en fait, l'homme, depuis toujours, s'est inspiré du vivant dans les innovations qu'il a mis en place. Et enfin, des enjeux aussi de marque, d'image de marque, de notoriété, comme le soulignait tout à l'heure Kevin. Le programme, comment il fonctionne? Il fonctionne en 3 étapes. La première, c'est l'adhésion par le top management, donc l'entrepreneur pour une TPE ou le PDG dans une plus grosse entreprise qui va du coup signer les 10 principes communs Act for Nature. Pour nous, la condition de réussite, c'est vraiment de pouvoir impliquer au plus haut niveau. C'est ce qui garantit en fait qu'ensuite les actions sont mises en place. Donc, ces 10 principes communs assez génériques d'engagement sur de la transparence des enjeux, de la mesure des impacts, etc. Donc là, on devient adhérente au programme. On a 1 an pour ensuite déposer un plan d'action en faveur de la biodiversité. Un plan d'action en faveur de la biodiversité, pour nous, comme on s'adresse aux entreprises de toute taille, tout secteur d'activité, c'est 2 actions, dont au moins une en lien avec le cœur de métier. C'est donc au moins 2 actions, dont une en lien avec le cœur de métier. Une fois qu'on dépose donc ces actions qui doivent comporter des objectifs SMART, puisqu'ils doivent être ensuite suivis et un bilan doit être réalisé par l'entreprise, on est engagé et donc reconnu comme tel. Et tous les 2 ans, et au terme du plan d'action, on remet à l'Office français de la biodiversité un bilan qui évalue et qui permet d'accéder à différents niveaux. Donc, toujours cette idée d'amélioration continue, de pouvoir quand même voir où on se situe par rapport aux autres. Voilà, avec cette idée donc de renouveler, une fois qu'on a terminé son plan d'action, de renouveler son engagement. Dès la phase d'adhésion, on adhère quand même au club, enfin, on fait partie, du club des engagés pour la nature, et donc on accède déjà à la communauté d'acteurs, de pratiques, retours d'expérience, etc. Les avantages du programme, 3 principaux. Donc, l'accès à des outils, comme je vous le disais tout à l'heure, la visibilité, évidemment, puisque ça permet aussi de pouvoir partager ces retours d'expérience, d'être valorisé lors d'événements comme le Forum Biodiversité Économique qui a eu lieu tous les 2 ans, ou encore les rendez-vous de biodiversité entreprise dans les territoires. Et ce que je disais tout à l'heure, l'accès au club des engagés, avec du coup un club d'entreprise, mais aussi des clubs et des réunions qui réunissent à la fois les partenaires engagés pour la nature et les territoires engagés pour la nature. Donc là, vous voyez aujourd'hui, cette dynamique nationale, on a 163 entreprises qui ont adhéré au programme, 70 qui ont déposé leur plan d'action, donc qui sont à proprement parler engagés. Vous voyez là l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on a des entreprises vraiment de toute taille, de secteurs très variés, du tourisme à l'énergie, en passant par les services, la construction ou encore l'agroalimentaire. Et là, je voulais faire un focus un peu rapide sur la dynamique en Occitanie, puisque, comme je vous le disais, ce programme, il est national, mais on le déploie aussi en région avec les agences régionales de la biodiversité. Notamment en Occitanie, on a un projet accélérateur qu'on mène OFB Région avec l'Agence régionale de la biodiversité qui vise à une mobilisation renforcée des acteurs économiques en faveur de la biodiversité en Occitanie. Donc,
ce projet comporte 2 objectifs. Le premier, c'est la structuration d'une offre d'accompagnement pour les entreprises sur la biodiversité en région. Donc, on est en train de mettre ça en place avec la région, l'ADEME, ADOC, l'ARB et l'OFB. Et en parallèle, la création d'un réseau économie et biodiversité en Occitanie qui va participer à la construction de cette offre d'accompagnement, mais qui vise à créer une dynamique régionale, un réseau dans lequel on va partager de l'information, l'expertise, des outils pour, pareil, permettre un peu d'accélérer ce mouvement des entreprises en faveur de la biodiversité. Peut-être rapidement, je regarde quand même l'heure pour ne pas déborder, et puis je pense que c'est important qu'on laisse de la place ensuite aux questions. Je voulais vous montrer de manière un petit peu concrète, ça veut dire quoi aujourd'hui mettre en place une action en faveur de la biodiversité quand on est une entreprise. Et notamment au-delà de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir agir sur les sites. C'est vrai que la biodiversité, quand elle est sur son foncier, sur le territoire, c'est plus visible, c'est plus perceptible. Mais en fait, on peut agir en faveur de la biodiversité tout au long de sa chaîne de valeur, que ce soit en amont, dans ses achats, approvisionnement en matières premières, dans le choix des matières premières qu'on va faire. On peut intégrer des critères de biodiversité, que ce soit dans les process de production, donc tout ce qui va concerner les consommations intermédiaires, mais aussi la gestion de nos sites du foncier, la manière dont on va choisir les matériaux, l'éco-conception. À l'aval, avec du coup toute la question de la fin de vie des produits qui peut derrière finir finalement contribuer à la pollution, etc. Ou encore en étant proactif par rapport à ses clients, ses consommateurs, en les sensibilisant, en développant des offres de produits et de services dédiés à la biodiversité. Donc là, je vous ai extrait quelques actions pour vous montrer tout à fait concrètement dans les plans d'action ce qu'on peut retrouver dans les plans d'action de nos entreprises engagées pour la nature. Donc, par exemple, là, en amont, créer d'ici 2022 un cahier des charges biodiversité avec nos acheteurs afin d'améliorer la traçabilité et la durabilité du produit. Donc là, on va intégrer un critère biodiversité pour faire que, au niveau de mes achats, j'ai moins d'impact sur la biodiversité puisque, du coup, j'intègre ce critère-là dans le cahier des charges. In situ, donc c'est là où on peut avoir le plus d'actions, notamment sur les questions de gestion du foncier. On peut, par exemple, si on a une entreprise qui a une grande emprise foncière, un grand parc immobilier foncier, se doter de plans de gestion écologique des sites, par exemple. Ou encore, privilégier l'usage des semences et plantes locales. Tout à l'heure, Kevin en a parlé avec la marque végétale locale. On peut aussi agir sur la pollution lumineuse. J'ai vu qu'il y avait une question d'ailleurs là-dessus, on pourra y répondre tout à l'heure. Et enfin, en aval, on ne l'imagine pas, mais aujourd'hui, des entreprises de services, par exemple, qui pourraient se sentir tout à fait déconnectées de la biodiversité, peuvent être tout à fait proactives en développant des offres de services un peu dédiées qui intègrent, on le voit maintenant, même des entreprises du numérique, par exemple, qui vont développer des offres de services un petit peu dédiées qui intègrent ces enjeux-là environnementaux, puisque, comme on disait tout à l'heure, les clients, même des services, sont de plus en plus, du coup, demandeurs parce que la société est de plus en plus sensibilisée à ces genres de biodiversité. Donc, ça peut être une entreprise de service, par exemple, de nettoyage qui va choisir, du coup, de proposer une offre de service de nettoyage qui utilise uniquement des produits labellisés, des produits d'entretien labellisés, par exemple. Voilà, là, on voit aussi sur l'aval, l'action qu'on peut avoir sur la fin de vie des produits. Ça renvoie à l'économie circulaire et la gestion des déchets avec, par exemple, la réduction de l'usage du plastique dans les produits qui limitent les déchets ou encore la question de la biodégradabilité des produits qui sont produits. Voilà, donc vous pouvez consulter le site Entreprises engagées pour la nature et les témoignages des entrepreneurs, des premiers entrepreneurs qui se sont engagés. Le lien va vous être mis dans le chat. N'hésitez pas à contacter entrepriseengagées@ofb.gouv.fr pour en savoir plus. Et puis, je laisse maintenant la place aux questions et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Laura, pour cette intervention et cette présentation avec un parfait respect du timing. Merci donc à tous les deux, Kevin aussi, donc pour
pour ces interventions. Il y a effectivement un certain nombre de questions, donc je vais essayer de synthétiser. Alors, on va peut-être rester sur le label puisqu'on était dessus. Donc, déjà, la première question, c'est peut-être pour Laura, c'est combien coûte le label? Et puis, des questions pour savoir si le label, le programme est accessible aux solo-entrepreneurs. Je pense qu'il faut comprendre aux solo-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs. Et puis, est-ce qu'il peut être aussi présenté par un collectif d'entreprises? Alors, l'adhésion au programme est gratuite. C'est du coup, voilà, c'est un peu la différence aussi par rapport à un label, parce que ça ne vise pas aussi les mêmes objectifs dans le sens où il n'y a pas d'audit. C'est l'entreprise qui remet son rapport. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans un programme pour s'améliorer, monter en compétence sur le sujet et être accompagné dans cette montée en compétences, d'être accompagné de manière collective. Ça ne remplace pas l'accompagnement d'un bureau d'études, par exemple. Donc voilà, donc cette dynamique, elle est collective et nationale, elle est 100% gratuite. Et sur la deuxième question, on peut être tout à fait un entrepreneur, enfin, à titre individuel et rejoindre la dynamique. Par contre, aujourd'hui, il n'est pas possible en tant que groupement d'entreprises de rejoindre, par exemple, même si on voulait monter un projet à l'échelle d'une zone d'activité, par exemple, et de soumettre ce projet-là. Aujourd'hui, ce n'est pas possible puisque l'entrée se fait via démarche simplifiée, du coup, via une entreprise, en fait, un statut juridique qui est engagé. Voilà. Ok, merci pour ces réponses. Concernant la démarche, le label toujours, est-ce que programme, est-ce qu'il est indispensable de passer par une formation, question de Michel, ou pas? Alors, en fait, tout dépend tout dépend de votre niveau d'appréhension du sujet de la biodiversité. L'objectif pour nous, c'est que voilà, chaque entreprise qui souhaite puisse intégrer le programme. Après, je pense que d'avoir quand même en première approche été sensibilisé aux enjeux de la biodiversité, comprendre les enjeux entre votre activité et la biodiversité, ça peut quand même être utile pour engager la démarche. Après, vous pouvez adhérer au programme, assister aux sessions du club, mais c'est vrai que voilà, si vous partez vraiment de zéro sur ce sujet-là, je pense que ça peut être vraiment utile d'être à minima un peu sensibilisé en amont. Donc pour ça, vous avez la formation qui va être proposée par CCI, mais vous avez aussi le forum biodiversité économie. Vous pouvez suivre aussi les événements qu'on recense sur nos sites qui permettent un peu aux entreprises d'être sensibilisées sur ces enjeux biodiversité, de bien les comprendre. Merci Laura. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme question, peut-être liée au plus générique tout à l'heure? Kevin, vous aviez parlé des espèces envahissantes. Si l'homme n'est pas à l'origine de cet envahissement, est-ce que ce n'était pas un phénomène naturel de régulation des espèces? Dès lors que l'espèce sera présente, on sera devant les faits, quoi. Donc, les espèces vont devoir se réguler, mais ce n'est pas un phénomène naturel. C'est l'homme qui a introduit une espèce qui ne devait pas être là, et les espèces qui sont impactées n'étaient pas préparées à cette intrusion. Donc, on est en train d'agir, la main de l'homme, de dégrader, d'intensifier la dégradation des écosystèmes via cette agression sur des espèces qui n'ont rien demandé. Donc, il y a toujours des adaptations en écosystème, et on dit qu'il y a un équilibre. En fait, il est toujours en train de rechercher l'équilibre. Toujours des phénomènes extérieurs sur lesquels il doit s'adapter. C'est la résilience à retrouver l'équilibre en permanence. Mais dès lors que quelque chose qui est introduit de l'extérieur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut juste se dire oui, on accepte. Voilà. On peut ne pas se retrouver dans cette situation. C'est mieux pour nous. Très bien. Alors, on va rester sur nos comportements, en fait, les actions qu'on peut avoir au quotidien. On a parlé donc tout à l'heure de pollution lumineuse avec les LED. Donc, elles sont utilisées pour réduire nos consommations énergétiques, mais elles peuvent générer donc de la pollution lumineuse. Et donc, comment est-ce qu'on fait ce lien entre protection de la biodiversité, économie d'énergie, pollution lumineuse? En fait, il ne faut pas opposer. Évidemment, réduire sa consommation énergétique par le changement de luminaire, c'est très important. Ça va avoir un impact direct sur la consommation d'énergie, et donc on va réduire la pression de changement climatique de manière globale. Le seul point, c'est qu'il faut faire attention à ne pas, en ayant une bonne attention, à ne pas dégrader la biodiversité nocturne. Et donc, il y a des solutions assez simples. C'est juste, comme je disais, je mentionnais LED blanche.
Mais en fait, on peut très bien choisir des luminaires avec des couleurs distinctes. Les teintes orangées, notamment, sont sont mieux acceptées. Puis après, il faut aussi avoir du bon sens, c'est-à-dire ne pas mettre les éclairages à 15 mètres de haut, illuminer vers le ciel. Donc, il y a la question de la couleur, de la température de couleur, de la puissance, de l'orientation, de la temporalité. Est-ce qu'on a besoin d'éclairer tout le temps? Voilà. Donc, en fait, simplement introduire cette notion, ce critère ou cette analyse biodiversité dans la solution climatique que l'on va mettre en place. Donc, mais la solution existe, elle n'est pas plus compliquée, il faut juste y penser. Parfait. Alors maintenant, une autre question sur les comportements qui va être difficile de répondre par oui ou par non, hein, ou par vrai ou faux. L'émergence de la généralisation du télétravail est-elle bénéfique pour la biodiversité? Alors, sans rentrer dans un débat de 3 jours. Hein. Juste, en tout cas, ça fait moins de transport. Ça fait moins de transport. Donc, ça a un impact direct. Voilà, si on arrive à émettre moins de gaz à effet de serre donc sur le climat, ça fait aussi des infrastructures moins chargées, donc un environnement un peu plus calme à l'extérieur. Après, le 100% télétravail pourrait avoir une nuisance sur la biodiversité humaine, par contre, mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être question pour Laura, si on prend encore un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on a dit. Il y a effectivement des objectifs, des scénarios et des caps qui sont fixés par la communauté internationale sur l'aspect climat. Et sur la biodiversité, quelles sont les directions? Alors, on a évoqué certaines, mais qu'est-ce qu'on peut compléter sur le sujet? Oui, c'est vrai que c'est important de se dire que là, aujourd'hui, actuellement, la communauté internationale est en train de fixer le futur cadre mondial biodiversité et donc des objectifs à 2030. On parle par exemple sur le volet entreprise, même si le cadre, alors tout à l'heure Kevin le disait, c'est la COP qui devait avoir lieu en 2020, qui doit avoir lieu normalement en 2022, on l'espère, et qui fixera ce cadre définitivement. Par exemple, fixe un objectif de moins 50% des impacts négatifs des entreprises. Donc on est de plus en plus sur une contribution des acteurs économiques pour atteindre ces objectifs planétaires. Et donc, ça se traduira en termes de politique publique et de régulation a priori. Donc, Très bien. Voilà. Après, juste un détail pardon, en plus. Par rapport au climat, on n'est pas sur une perspective d'arriver à des scénarios puisque le sujet de la biodiversité est beaucoup plus complexe. Donc, il ne faut pas s'attendre demain à avoir des scénarios, mais par contre, on peut, sur des enjeux, définir des objectifs précis et derrière avoir des indicateurs et, en tant qu'entreprise, se greffer à ces objectifs-là pour essayer d'y contribuer. D'accord. Il y a des scénarios quand même, juste oui. des scénarios, enfin, effectivement, hein, c'est tout l'enjeu de mesurer l'empreinte avec un indicateur. Donc, c'est en développement, mais il y a quand même des organisations qui travaillent justement sur des scénarios d'inverser la courbe en essayant de modéliser les impacts en MS/m², enfin, la métrique de la mesure d'empreinte de biodiversité sur les écosystèmes. Et donc, il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus pour vraiment essayer de chiffrer des scénarios de reconquête de la biodiversité. Ça reste encore moins net que sur le climat. Peut-être une question pour Kevin. Alors, on a beaucoup sur le territoire, on a beaucoup d'acteurs qui sont engagés dans les énergies renouvelables avec des installations importantes qui subissent déjà de fortes préoccupations réglementaires avec des lourds dossiers à instruire, des engagements type éviter, réduire, compenser à mettre en œuvre. Et qu'est-ce que ces entreprises peuvent faire de plus sur le sujet de la biodiversité et avec quel intérêt? C'est vrai que le secteur des énergies renouvelables est un secteur très particulier parce que déjà, ils sont actifs sur l'autre pilier qui est le sujet climat. Donc, ils ont une contribution positive pour réduire l'impact du changement climatique. Et ça leur donne aussi une responsabilité supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fermer les yeux parce qu'on est vertueux d'un côté, de ne pas l'être sur l'autre. Donc, elles ont cette responsabilité d'exemplarité. Et donc, premièrement, c'est vrai la biodiversité est très présente dans ces entreprises-là parce qu'elles y sont obligées, hein, à travers des études que vous avez indiquées.
mais ça reste des initiatives sur site, tout le temps, donc sur le site de l'implantation de la centrale. Or, il ne faut pas exclure toute la chaîne de valeur, tous les matériaux, les métaux, l'extraction, le transport, etc. Et donc, il y a un très gros travail qui peut être fait par ces entreprises-là pour aligner leur activité globale à l'enjeu climat et biodiversité. Et donc, que faire? Que faire? On peut, alors, je leur dis, mais mesurer son empreinte, sur toute sa chaîne de valeur, premièrement, pour pouvoir effectivement dire, voilà, ces matériaux, je les prends plutôt de tel endroit ou de tel autre, ou de telle licence, etc. Et donc, m'améliorer. Ils peuvent aussi agir sur site aussi de manière volontaire, ne pas se contenter de la réglementation d'aller plus loin, revégétaliser des clôtures avec du végétal local. On peut aussi se former ses équipes, etc. Et puis on peut simplement, j'aurais là, adhérer via tous ces projets pour son entreprise à des programmes volontaires, une entreprise en GEPO Nature, et ça permet aussi de mettre en valeur son action volontaire de mieux contribuer. Simplement, déjà, je pense que il y a des choses à faire en tout cas, et c'est un secteur qui a tout ce qu'il faut pour le faire. Merci beaucoup. On va prendre, juste pour pas trop déborder, deux dernières questions. Alors là, à l'échelle d'exemples concrets pour des entreprises, pour des projets. Donc, Michel nous indique qu'il souhaite créer une pièce nécessaire pour son projet, qu'il hésite entre l'étain et de l'aluminium et le plastique. Et il souhaiterait savoir quelle est la meilleure solution dans le respect de la biodiversité. Peut-être on peut là évoquer les sujets importants en termes d'éco-conception de produits qui apportent des éléments d'aide à la décision aussi sur tous ces impacts et qui vont pouvoir permettre de mesurer et de quantifier via de l'analyse de cycle de vie sur différents indicateurs environnementaux. Et donc là, on intègre la pression sur les ressources, sur la faune et sur la flore. Donc, l'enjeu biodiversité est intégré dans ces analyses d'éco-conception si on s'appuie sur des démarches d'analyse de cycle de vie. Alors, ce sont des démarches qui sont un petit peu lourdes, qui sont normalisées au niveau international. Ça peut être plus d'une dizaine de journées de travail d'un ingénieur pour un projet particulier. Mais ce qui est très important de retenir sur l'éco-conception de produits ou de services, d'ailleurs, c'est que cette année, en 2022, il y a des aides extrêmement importantes dans le cadre de la relance qui sont proposées par l'ADEME et qui permettent de financer pour les TPE, les PME et les grandes entreprises des accompagnements sur l'éco-conception. Pour les entreprises les plus petites, on est jusqu'à 70% de financement en intégrant des coûts internes. Donc ce sont des outils extrêmement intéressants qui sont encore facilement accessibles jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà. Je ne sais pas si Kevin ou Laura souhaitent rajouter quelque chose sur cette question. Moi, je ne vais pas me dire lequel il faut choisir. Si c'est du plastique, du recyclé, déjà. Voilà. Après, je ne vais pas répondre sur aluminium et étain, c'est un peu trop précis. Il faudrait vraiment creuser la… Et l'analyse de cycle de vie. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'analyse de cycle de vie est une bonne réponse. Exactement. Voilà. Merci Christophe. Voilà. Alors, si on prend un autre exemple à l'échelle d'un magasin alimentaire, comment un magasin alimentaire pourrait intégrer ces enjeux de la biodiversité? Je peux commencer, puis si tu compléteras, Kevin. Sur l'alimentaire, ça peut être donc réduire son empreinte liée au climat, parce que donc le prisme, c'est à chaque fois les 5 facteurs d'érosion de la biodiversité que Kevin a évoqué tout à l'heure. Donc sur l'aspect contribution au changement climatique, il y a tout ce qui est la question des frigos, refroidissement. Après, on va avoir tout ce qui est les questions d'emballage dans les transports en gros, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit finalement. Du coup, est-ce qu'on est sur des emballages en gros en plastique ou si on essaie de trouver des alternatives à ça, par exemple. Ça peut être aussi le placement produit. Il y a beaucoup de grandes marques de magasins qui travaillent maintenant là-dessus. Comment on fait du placement produit pour favoriser des produits plutôt locaux, des produits plutôt issus de l'agriculture biologique. Finalement, derrière, ça va entraîner des changements de comportement des consommateurs, mais du coup, si on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur du magasin alimentaire, il est aussi là-dessus. Ça va être aussi tous les partenariats qui vont pouvoir être développés du coup pour aussi valoriser, vendre ces produits plutôt bio du territoire. Et après, la question des emballages et du vrac, évidemment, aujourd'hui, c'est vrai que
c'est un enjeu fort, à très forte croissance économique, hein, parce que tous ces marchés de produits verts, et notamment le marché du vrac, c'est des croissances à 2 chiffres de marché. Voilà, donc pouvoir proposer aussi une alternative pour ses clients, du coup, d'accès à des produits sans emballage. Après, je ne suis pas exhaustive là, mais ça donne un peu des exemples d'actions qui peuvent être mises en place. Très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a quand même pas mal d'éléments là maintenant pour avancer. On a compris avec vos présentations les enjeux à l'échelle de l'entreprise, l'importance et l'urgence aussi d'agir sur ces questions-là. Le lien, la relation avec les enjeux climat et les démarches RSE. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Merci aux entreprises qui se sont fortement mobilisées pour ce sujet. Et puis, si vous souhaitez creuser cette démarche, cette dynamique, vous avez vu que tous les outils à votre disposition. Et puis, pour aborder avec une base solide, nous proposons les 14 et 15 juin, donc une formation de 2 jours biodiversité entreprise, qui sera d'ailleurs animée par Kevin Mosas de Blooming. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi. On vous remettra le lien dans la fenêtre de discussion. Ça y est, c'est fait par Marc. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc on va clôturer ce webinaire. Vous avez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour une questionnaire de satisfaction.